On commence? On peut commencer, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Pour moi, oui. C'est bon? Bonjour tout le monde. On m'écoute en principe? Oui. Bonjour tout le monde, très chers collègues, enseignants, très chers internautes, bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par l'association Anecléa. Pour ceux qui ne connaissent pas Anecléa, Anecléa est une association d'enseignants-chercheurs en langue étrangère en Algérie. Elle a été fondée en 2018. Elle regroupe essentiellement des enseignants-chercheurs en langue étrangère, mais aussi des étudiants en troisième cycle, des universités algériennes et d'autres établissements de l'enseignement supérieur en Algérie. Aujourd'hui, nous sommes le 26 novembre, date qui coïncide avec la journée internationale des enseignants en langue étrangère, plutôt en langue française, des enseignants-chercheurs et auteurs, et cela à l'initiative de l'association, donc plutôt de la fédération, l'AFIP. À l'instar de ces enseignants, chercheurs, auteurs, nous recevons aujourd'hui avec nous professeur Bekat. Bienvenue, professeur. Merci. Voilà. Bonjour à vous et bonjour à tous ceux qui nous entendent. Voilà, professeur Bekat est officier des Palmes académiques. Elle est diplômée de l'école supérieure de l'École normale supérieure d'Alger. Elle a une licence en lettres classiques, mais aussi un doctorat d'État à l'Université d'Alger, un doctorat de l'Université de la Sorbonne à Paris en littérature africaine et aussi un doctorat en nouveau régime, aussi en littérature africaine, mais également une licence en langue anglaise. Professeur Bekat a contribué dans plusieurs travaux. Nous citons à titre d'exemple Regard sur les littératures d'Afrique publié en 2000, préfacé par Najat Haddam. Clé pour la lecture des récits en collaboration avec Christian Choulet-Achor, publié d'abord en 2000. Ça s'est arrêté. Oups. Oui, c'est revenu, ça y est. Pardon, on a été coupé. Oui. Donc, je disais, clé pour la lecture des récits en collaboration avec Christian Achor, publié d'abord en 2002 aux éditions Tel, puis le même ouvrage a été réédité en 2018 aux éditions Berzec sous le titre de Outils de lecture. Nous retrouvons aussi Lire l'Afrique, anthologie, aux éditions Tel en 2010, préfacé par Tierno Moninambo. Également, Dictionnaire des écrivains algériens de langue française de 1990 jusqu'à 2010, édité aux éditions Shihab en 2014. Et bien évidemment, professeur Bekat a contribué dans plusieurs autres ouvrages collectifs et elle a été organisatrice de plusieurs colloques. Le webinaire d'aujourd'hui sera consacré à son ouvrage Dictionnaire des écrivains algériens en langue française de 1990 à 2010. Donc, avant d'oublier, notre webinaire sera relié sur notre page Alicléa, mais aussi autant que rédactrice sur le magazine Wassalam. Donc, vous retrouverez aussi le live. Vous pouvez poser vos questions sur la barre de discussion sur Zoom ou bien sur le direct de Facebook. Donc, je passe la parole à professeur Bekat. C'est à vous, professeur. Merci beaucoup, Maroua. Alors, vous voulez que je vous parle de l'idée, comment nous avons eu l'idée de... Voilà, oui. Enfin, on va préparer plusieurs questions. Donc, ma première question serait comment l'idée d'un tel projet avait fleuri, si vous pouvez nous en parler. Oui, effectivement. Alors, ce projet a fleuri, enfin, comme vous dites, l'idée de ce projet a fleuri, c'est joli comme métaphore, parce qu'il y a eu un appel à projet de la part du ministère, Projet national de recherche. Et une de mes étudiantes, qui est maintenant plus qu'étudiante, puisqu'elle est vice-rectrice, c'est Madame Kouider-Labert, a eu cette idée et elle m'a proposé cette idée que j'ai trouvée très intéressante. Donc, il fallait à la fois avoir un projet et à
et aussi avoir un éditeur. Donc, nous avons fait les démarches, elle plutôt a fait les démarches. Nous avons conçu le projet et elle a pris contact avec les éditions Chieb pour que nous puissions éditer ce livre. Et c'est ainsi que nous avons commencé à travailler. Alors, l'avantage, c'est qu'à l'époque, j'avais autour de moi mes étudiantes qui étaient toutes intéressées par les littératures francophones, dites francophones. Il y avait un petit noyau de 5 ou 6 personnes. Et il y avait aussi d'autres personnes que nous connaissions tous, les uns et les autres, des professeurs, des anciens amis, des amis encore, etc., que nous avons contactés et qui nous ont permis d'étoffer ce dictionnaire, puisque c'est assez volumineux et nous avons dû quand même en retrancher pas mal. Oui. Voilà. Donc, nous sommes environ 25 contributeurs. Chacun d'entre nous chacun d'entre nous a écrit 2 notices, 1 notice, 3 notices, c'est selon, et pour 61 écrivains. Voilà. Oui. Oui, oui. En effet, concernant ces écrivains, comment elle a été faite, la sélection de ces écrivains? Oui, vous avez raison de le dire parce que c'est très important. Quand nous avons commencé à travailler, nous nous réunissions chaque semaine et nous discutions du projet. Nous avons commencé par faire les librairies pour voir quels étaient les titres disponibles, regarder dans nos bibliothèques. Pardon? Oui, j'ai dit c'est une sorte d'investigation, voilà. Voilà, nous avons fait une espèce d'enquête de terrain. Nous avons regardé dans nos bibliothèques quels textes étaient à notre disposition. Très souvent, nous avons été déçus parce que nous avions les listes des ouvrages ou bien les listes des auteurs, mais nous ne les trouvions pas nous les trouvions pas. Donc, nous avons été obligés de sacrifier ainsi certains auteurs. Et c'est ainsi que nous avons constitué notre travail, notre liste, etc. Ah, oui, oui. Donc, chacune d'entre nous a pris un auteur ou 2 auteurs. Mais je voudrais souligner, et c'est très important, c'est que la différence de ce dictionnaire par rapport aux autres, qui sont des dictionnaires bibliographiques, c'est-à-dire qui vous donnent la vie de l'auteur ainsi que ses publications, nous l'avons intitulé « Parcours de lecture ». Tous ceux qui ont participé au projet ont lu tous les livres qu'ils ont présentés. Alors, quand on a un écrivain aussi prolifique, par exemple, pas Kateb Yassine, puisqu'on n'a pas cité, que Rachid Boujedra ou bien Yasmina Khadra, c'est moi qui ai fait les notices. Je vous assure que ça fait du travail, parce qu'il faut lire peut-être une vingtaine d'ouvrages. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Mais il fallait le faire pour donner aux lecteurs et surtout aux étudiants un outil de travail qui leur permette de se documenter et d'aller plus loin dans la recherche. Oui. Parce que nous n'avons jamais voulu leur fournir des analyses toutes faites, prêtes à être réutilisées. Voilà. Oui, c'est vrai, nous retrouvons plusieurs analyses à l'intérieur du texte. Ce n'est pas que dire qui est l'auteur, qu'est-ce qu'il a fait et tout ça, voilà. Mais une analyse bien faite en bonne et due forme. Tout à fait, tout à fait. Il y a certains des contributeurs qui ont dû quelquefois se forcer parce qu'on n'a pas forcément, on n'a pas toujours des affinités pour un auteur, mais puisqu'il fallait le faire, donc ils ont commencé à le faire très sérieusement. Et je dois dire qu'ils ont très très bien travaillé, tous tant qu'ils étaient. Marwa, je voudrais rendre hommage à quelqu'un qui nous a quittés malheureusement. Oui. C'est le professeur Hamid Nasser Khoja. Oui. Lorsque j'ai sollicité Hamid Nasser Khoja, qui était une véritable encyclopédie sur les littératures maghrébines, il connaissait tous les détails, tout. Lorsque je l'ai sollicité, il m'a donné 3 notices extrêmement documentées qui dépassaient le nombre de pages que j'avais donné à chacun d'entre eux. Donc, j'ai été obligée de trancher, ça me faisait un peu de peine. Mais je dois dire qu'il a été un contributeur remarquable, car il connaissait tout sur la littérature algérienne et maghrébine. Oui, paix à son âme, oui, exactement. Professeur, est-ce que vous pensez qu'en rédigeant ce dictionnaire, il y avait eu un besoin de mettre lumière sur des écrivains, c'est-à-dire des écrivains appartenant à la génération postmoderne, essayant de rompre avec le passé colonial? Est-ce qu'il y a c'est-à-dire une nouvelle génération qui vient d'auteurs qui ne vont pas dans le sillon des auteurs, de leurs aînés, voilà. Tout à fait, vous avez raison. Parce que vous avez remarqué une chose, je l'ai dit dans l'introduction d'ailleurs, nous rompons un petit peu avec les auteurs dits classiques. Tout à fait. Et classique, on entend par classique, bien sûr, Kateb,
dont on ne parle pas, mais on parlera quand même de Mohamed Dib, puisqu'il a continué à produire assez tardivement, et il entre dans ce créneau. Et puis, il fallait montrer d'autres façons de dire. Et nous avons insisté sur l'écriture. C'était un mot d'ordre que nous avions nous-mêmes mis au point ensemble. Il fallait surtout insister sur la façon d'écrire, parce que la façon d'écrire témoigne d'une sorte d'adéquation au monde moderne. Nous sommes dans ce monde moderne, nous écrivons d'une autre façon. Par exemple, il y a un des romans que j'ai étudié, alors que l'auteur n'a écrit qu'un de ses romans, mais parce qu'il utilise des mails dans ce roman, des mails qui sont une façon de communiquer de la jeunesse maintenant, qui est tout à fait fréquente. Voilà. Exactement, oui. Oui, et comment pensez-vous que de 1990 à 2010, comment voyez-vous cette nouvelle littérature, c'est-à-dire comment vous pouvez la définir? Justement, la difficulté vient de là. Étant donné qu'il y a des formes différentes d'écriture, que ces livres témoignent de réalités souvent diverses, même si pendant la décennie noire, les auteurs ont eu à cœur de témoigner pour ce qui se passait pendant cette décennie noire. C'est pas une littérature uniforme, pas du tout. C'est une littérature qui témoigne de beaucoup de vitalité, parce qu'elle est différente, parce qu'elle est diverse, parce qu'elle s'attaque à tous les sujets. Voilà, donc je la trouve vraiment extraordinaire et ça mériterait d'être poursuivi. Donc, on pourrait dire qu'il y a eu une sorte d'éclatement de littérature qui dépasse ce que nous avions c'est-à-dire comme littérature classique de langue française en Algérie. Ça a eu un petit éclatement dans le style et dans la narration, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Rappelez-vous qu'à partir de 1990, un petit peu avant, 1988, il y a eu d'abord une liberté d'expression qui s'est répandue, qui était extraordinaire. En même temps, il y a eu des éditeurs qui se sont créés, parce qu'il ne faut pas oublier que pour qu'il y ait publication, il faut qu'il y ait des éditeurs. Et s'il n'y a pas d'éditeur, on ne peut rien publier. Il y avait également donc ce désir de raconter, de dire, et c'est à cause de cela qu'il y a eu cet éclatement, comme vous dites, cet éclatement, cette effervescence, cette efflorescence d'œuvres. Oui, professeur, je voudrais aussi vous poser comme question concernant la classification des auteurs. Actuellement, nous parlons plus, c'est vrai, dans le discours postmoderne, plutôt moderne, nous parlons plus d'une seule littérature, mais plusieurs littératures. Mais en faisant ce genre de dictionnaire, est-ce que vous ne pensez pas que faire une classification d'auteurs serait un petit peu très classique, enfin, je ne sais pas si vous avez compris ce que je voudrais dire. Oui, mais je comprends ce que vous voulez dire. Voilà. Oui. Donc, oui, voilà, comment vous avez procédé par rapport à cela? On n'a pas fait de classification. On a suivi un ordre alphabétique en fonction des œuvres que l'on a trouvées et on a abouti à la conclusion, à la fin du travail, qu'il n'y avait pas de classification possible, parce que chaque auteur s'exprimait à sa façon. Par exemple, je peux citer Jem El-Mati, qui a obtenu un prix prestigieux l'année dernière ou l'année avant. On peut que Jem El-Mati, comme la personne qui a fait la notice, c'est Soumeya Bouhanen, elle disait qu'il s'intéressait à l'esthétique de la banalité, c'est-à-dire qu'il s'intéresse aux petits détails de la vie quotidienne qui ne sont pas extraordinaires, c'est pas la guerre, c'est pas l'engagement, c'est juste des petits détails. Et donc, on ne peut pas le classer, par exemple, par rapport à Assia Djebar ou par rapport à Rachid Boujdra, qui parle de la révolution. Vous voyez, donc il n'y a pas de classification possible. Il y a autant de façons d'aborder les sujets que d'auteurs. Oui. On n'a pas besoin de classer. Hein. Il y a les auteurs consacrés, comme Kateb Yassine, comme Rachid Boujdra, comme Mohamed Dib, dont nous célébrons le centenaire cette année, centenaire de la naissance cette année, pardon. Et puis, il y a les autres. Donc, les autres, ils sont différents. Et c'est ce qui fait leur beauté, d'ailleurs. Oui, bien sûr. Ce qui fait leur beauté, ce qui nous donne envie de les découvrir, bien sûr. Bien sûr, bien. Et ça nous a permis aussi de remettre
un petit peu enfin de faire connaître encore des auteurs qui étaient un peu oubliés, comme Hawa Jabali, que j'aime beaucoup personnellement, et dont Madame Bouba Tapti a fait la notice, et on la redécouvre. C'est une très grande écrivaine. Malheureusement, elle est très discrète. Il y a des écrivains qui font beaucoup de tapage et des écrivains qui sont très discrets, comme Hawa Jabali ou Jamel Mati. Donc, à nous de les découvrir. Voilà, oui. Oui. Madame, en consultant le dictionnaire, nous avons remarqué qu'il y a une sorte d'éclatement de production littéraire faite par les femmes à partir des années 90. Comment on pourrait expliquer cela? Est-ce que les femmes ont pris la parole comme ça suite aux événements qu'il y a eu en Algérie ou bien comment vous pouvez nous expliquer cela? C'est vrai que dans le dictionnaire, il y a beaucoup d'écrivaines. D'abord, il y a Assia Djebar. On ne peut pas faire l'impasse sur Assia Djebar. Il y a aussi Leila Sebar. On a parlé de Leila Sebar. Et puis, il y a les autres aussi. Dont je viens de vous parler de Hawa Jabali, qui est une femme, une écrivaine extraordinaire, peu connue malheureusement. Et puis, il y en a d'autres. Les femmes trouvent le chemin maintenant de l'écriture et de l'édition, parce qu'on leur a permis d'accéder et elles témoignent pour leur vécu. Maïsabé. Oui, l'exemple le plus parlant, c'est celui de Maïsabé, parce que Maïsabé produit énormément, elle produit très souvent. Elle a la chance d'avoir une maison d'édition qui la publie. Encore une fois, rappelons-nous que la maison d'édition est très importante, puisque si on n'a pas de maison d'édition, malheureusement, on ne peut rien faire. Et donc, Maïsabé, je sais que parmi mes étudiantes, et vous le savez bien, Marwa, puisque vous êtes à l'université, les étudiantes traitent souvent ces livres, parlent souvent de ces livres, parce qu'elle a à la fois un style aisé et en même temps un style abordable, et qu'elle traite des sujets qui concernent les femmes, toutes les femmes. Voilà. Oui. Exactement, exactement. Oui, je ne sais pas si, enfin, on ne va pas s'éloigner du sujet, mais on revient toujours au dictionnaire concernant littérature témoignage. Oui. Est-ce que, c'est-à-dire, je sais que la plupart des littéraires ou des littérateurs n'aiment pas dire que c'est du témoignage parce que ça va un petit peu dévier de la fonction du littéraire, mais est-ce qu'on peut parler de littérature témoignage? Enfin, toujours à la lumière de votre dictionnaire, bien sûr. On n'a pas abordé ce sujet, je ne pense pas. On peut dire qu'un auteur témoigne pour telle ou telle chose, mais de parler de littérature témoignage, on a l'impression qu'on réduit un peu la littérature en parlant de témoignage. À un moment, il y a eu un concept qui a beaucoup couru dans les années 90 et que personnellement, dont je me méfiais, et je demandais à mes étudiants de se méfier de ce concept, c'est la littérature de l'urgence. Parce qu'on avait l'impression qu'il fallait témoigner pour dire un état de fait terrible, mais en même temps, ça voulait dire que les choses étaient faites à la hâte et qu'on écrivait un peu n'importe comment, juste pour dire. Oui, d'ailleurs, oui. Oui. Et ça fait beaucoup de ravages parmi les étudiants parce qu'ils s'empressaient de traiter de ce sujet, de prendre ce concept et de dire littérature de l'urgence. Non, c'est de la littérature qui, effectivement, comme vous le dites, témoigne pour un vécu. Voilà, donc. D'ailleurs, oui, Marguerite Duras disait que tant qu'il y a de la littérature, il faut qu'il y ait de l'urgence, donc ça va dans les deux sens. Mais dire que c'est une littérature de l'urgence, c'est un peu réducteur par rapport à la littérarité de la production. Voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est quand même une littérature qui a beaucoup de qualité, une littérature de haute volée, une littérature qui est tout à fait respectable et estimable. Si on dit littérature de l'urgence, on a l'impression que c'est fait rapidement, qu'on a bâclé en quelque sorte. Bon, oui. Voilà. Ceci étant, il y a des auteurs qui ont été d'abord journalistes ou en même temps journalistes, comme Tahar Djaout, bien connu. Tahar Djaout qui a repris dans ses œuvres certains passages de ses articles parus dans la collection Rupture, dans les Madame Afifa Belhi traite justement de cela dans son article. Oui. Oui, voilà, oui. Là, nous avons la date, plutôt le laps de 1990 à 2010. Pensez-vous qu'il y aurait peut-être une suite, peut-être
de ce dictionnaire, pourquoi pas, de 2010 jusqu'à nos jours, pourquoi pas? Est-ce que vous avez déjà eu l'idée comme ça? Parce que depuis le temps, il y a eu plus d'auteurs et bien entendu plusieurs textes qui ont été produits. Oui, entre-temps, il y a eu les prix littéraires qui ont été créés, qui ont permis justement à certains auteurs d'émerger. Ils n'étaient pas connus, mais étant donné que leurs textes étaient lus et consacrés quelquefois par des prix, c'était intéressant de connaître. Effectivement, ça mériterait d'être poursuivi. Entre-temps, il y a eu aussi Kamel Daoud. Kamel Daoud avec Meursault contre enquête, qui est une réécriture de L'étranger de Camus. Et cette réécriture de L'étranger de Camus nous situe dans ce qu'on appelle, c'est un concept aussi qu'il faut traiter avec beaucoup de précaution, les littératures postcoloniales. Puisqu'on reprend Camus, mais en l'inverse, on parle de l'arabe, celui qui est le grand absent de l'étranger. Donc, Kamel Daoud, il faudrait bien sûr qu'on en parle. Il a écrit, il a été consacré, lui, par le prix Mohamed Dib, il ne faut pas oublier. Hein. C'est aussi un journaliste qui publiait des chroniques dans le quotidien d'Oran. Ensuite, il a été consacré par le prix Mohamed Dib et ça a été le début, comme il me l'a dit lui-même, ça a été le début d'une carrière fulgurante. Voilà. Donc, c'est des choses qu'il faudrait traiter, bien sûr, bien sûr. Oui, et depuis, le monde a changé et de 2010 à 2020, beaucoup de choses ont eu lieu. Bien sûr, on a beaucoup de choses à découvrir de suite. Bien sûr, et c'est à vous de prendre le relais maintenant, c'est à vous les jeunes de prendre le relais. Moi, je suis à la retraite, mais c'est à vous de le faire. Beaucoup de choses à dire. Il faut dire que ça, c'était un PNR, Projet National de Recherche, et que le ministère avait lancé une grande campagne. On a eu des réunions, il y a eu des formations qui ont été faites pour certains, pour leur apprendre à rédiger des articles de dictionnaire, qui ont été faites à Oran, au CRASC d'Oran, Centre de recherche en anthropologie et sciences sociales. Et maintenant, il faudrait à nous de continuer. Il faut qu'on trouve un éditeur. En ce moment, les éditeurs, ce n'est pas terrible. Oui, surtout si on se rappelle maintenant avec la condition actuelle, avec la Covid. Bien sûr, bien sûr. On va s'éloigner beaucoup plus, on va s'éloigner de tout ce qui est colonialisme et tout ça et aller dans la modernité actuelle. Tout à fait, tout à fait. Il y a beaucoup de choses à dire. Je crois que la pandémie a changé beaucoup de choses, a changé le regard sur les autres et elle a changé aussi le regard sur la vie. Et donc, sans doute, il y aura des textes qui vont paraître et qui seront peut-être publiés parce que les éditeurs actuellement sont très frileux vu que l'argent manque partout. Oui, surtout nous parlons actuellement de la fameuse allocution, on dit le monde après la Covid. C'est vrai, vous avez raison, c'est vrai, vous avez raison. Et donc, c'est ça. Donc, on est attentiste. Mais par contre, il y a des gens qui écrivent qui sont maintenant chez eux, confinés chez eux, et ça leur donne l'occasion de se replier sur soi, de se mettre à écrire, et voilà. Oui. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé une question là à laquelle je réponds. Il me dit, est-ce qu'Amin Malouf fait partie du dictionnaire ? Je lui réponds non, puisqu'il n'est pas algérien. Oui, nous avons précisé écrivain algérien. Voilà. J'ai une autre question là de Abdel Fattah Bouter. Il vous dit bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour cette initiative. J'ai une question concernant le texte littéraire en littérature et en didactique de la littérature. Comment peut-on exploiter le texte littéraire dans un cadre universitaire? Dans un cadre universitaire, c'est ce que nous faisons depuis toujours. C'est-à-dire qu'on le lit, on l'exploite, on essaie de voir quel est le contexte de production de l'œuvre, quelle est la personnalité de l'auteur, évidemment, son contexte de production, quels sont les éléments qui l'ont influencé pour cette écriture. Il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Beaucoup de choses à dire. Je pense que c'est ce qui se fait dans les cours à l'université. Oui. Voilà. J'ai une autre question là de Hassiba Boumnir. Elle vous dit bonjour madame. On vous remercie d'abord pour cette précieuse rencontre. Ma question est la suivante. Peut-on considérer la littérature algérienne des années 90 comme littérature décentrée, définie par Michel Larande, comme un décalage dans les codes de la fiction traditionnelle? Oui, c'est vrai. On peut dire ça. On peut dire ça, qu'il y a un décalage par rapport au code de la fiction traditionnelle. Je vais vous donner un exemple précis.
c'est l'exemple de Mohamed Dib. Mohamed Dib, vous savez, il a eu une très longue production puisqu'il a commencé très jeune à publier. Et comme il a eu quand même une longue vie, dans ses dernières œuvres, les 4 dernières œuvres, il a complètement changé de style. Ce sont des œuvres qui sont fragmentées. Et nous avons des petits bouts de texte, des petits bouts d'autobiographie, des petits bouts de nouvelles. Et tout ça, en fait, ça montre qu'il s'adapte au monde moderne. C'est plus un roman qui commence avec l'incipit, le début, et qui se termine à la fin. Au contraire, c'est un roman. C'est pas vraiment un roman. On peut pas dire que ce soit un roman. Ce sont des réflexions, des commentaires, des extraits qui sont mis les uns après les autres. Mais c'est passionnant à lire. Hein. Par exemple, son texte qui s'appelle L'arbre à dire. C'est passionnant parce qu'on trouve beaucoup d'informations sur lui, sur son époque, sur son vécu. Et je trouve que c'est une nouvelle façon d'écrire qui est très intéressante. D'ailleurs, je pense que la fragmentation est à étudier de près parce qu'elle correspond à notre époque. Voilà, donc c'est un décalage des codes traditionnels, de la fiction traditionnelle, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, c'est ça. Mais encore faudrait-il définir ce qu'on entend par fiction traditionnelle. Si on ne définit pas le concept de fiction traditionnelle, on ne peut pas savoir à quoi correspond la déstructuration de la fiction traditionnelle. Donc, pour vous, il faut d'abord baliser le terrain par rapport à la fiction. Mais oui, bien sûr. Si, je pense que c'est un étudiant qui pose la question, qui cite Michel Laronde, puisque il faut d'abord savoir ce qu'on entend par fiction traditionnelle. Pendant longtemps, on entendait par fiction traditionnelle la narration à la Balzac, c'est-à-dire avec beaucoup d'informations sur les personnages, sur les lieux. C'est le roman du 19e siècle, tel qu'il était conçu par Balzac et puis ensuite par Zola. Mais on n'écrit plus comme ça maintenant. Les choses ont changé, les temps ont changé. Oui, maintenant. Vous voyez, donc il faut définir cela. Très bien, oui. Voilà, en principe, on a une autre question. Oui, toujours. Alors, c'est Dr Akmoun qui nous dit, peut-on aujourd'hui, lorsqu'on aborde et en parlant de renouveau scripturaire, inclure des écrivains et des auteurs de la période de 1990 à 2010, question du vrai profane en littérature. Du vrai quoi? Du vrai? Profane en littérature. Profane en littérature. Oui. Oui, c'est ce que je viens de vous dire lorsque je vous ai cité l'exemple de Mohamed Dib, qui dans ses 4 dernières œuvres, dont la dernière a été publiée à titre posthume, dans ces 4 dernières œuvres, il défragmente le récit, il le déstructure, il produit une autre façon de dire qui correspond au monde traditionnel. Quant au profane, je ne sais pas très bien, il faudrait demander à Madame Akmoun ce qu'elle entend par là. Ah oui, je ne pense pas qu'elle soit connectée avec nous. Ah d'accord. Oui, voilà. Elle a posé la question, j'ai eu ça dans la rubrique questions-réponses. Voilà, en attendant, donc je tiens à souligner que on peut poser d'autres questions en suivant le live. Et là, j'ai une autre question de Emina. Elle vous dit, bonjour Madame Beckett. Bonjour Madame Belhara. Merci pour ce webinaire. Ma question à Madame Beckett est la suivante. Aviez-vous mis en exergue la littérature du désert, à l'instar des livres de Boujdara, Khadara, Bey, Mokadem, dans votre dictionnaire? Si oui, que pensez-vous de la place de la littérature du désert dans l'identité culturelle algérienne? Très bonne question. Et là, je sens que c'était quelqu'un qui travaille sur ce sujet, certainement. C'est une très bonne question. Vous savez, Mohamed Dib a écrit, je reviens à Mohamed Dib parce que je travaille sur lui actuellement, je prépare un livre sur lui, a écrit un très beau livre qui s'appelle Tlemcen ou les lieux de l'écriture, où il y a des photos de son enfance. Certaines ont été prises par lui-même et d'autres par d'autres personnes. Alors, il dit, ça c'est très très vrai, il dit que tous les Algériens vivent avec, dans la sombre crypte de leur psyché, c'est-à-dire au plus profond d'eux-mêmes, l'image du désert. Ce n'est pas exactement ça. Donc, nous, tous les Algériens, nous vivons avec ce désert qui est à nos portes. Il dit, le désert est à nos portes et nous vivons tous avec le désert dans la sombre
crypte de notre psyché. Et il va écrire un livre qui est extraordinaire, que j'aime beaucoup, qui est probablement celui que je préfère de Mohammed Dib, c'est Le désert sans détour. Alors, vous avez Le désert sans détour, c'est un roman un peu étrange qui commence un peu comme les films de Mad Max, je ne sais pas si vous connaissez, où tout est détruit, etc. Puis il y a une voix. Ça commence avec un chaos. Oui. Comment? Ça commence avec un chaos. Voilà, ça commence avec une sorte de chaos. Et puis il y a une voix qui est le titre d'un livre qui a été écrit par la spécialiste de Dib, c'est Madame Khadda, L'intempestive voix recluse. Vous avez une voix qui parle, une voix dans le désert. Quelle est cette voix? Est-ce que c'est une voix sacrée, puisqu'on va rencontrer des personnages qui vont en quelque sorte représenter le sacré? Il y a deux personnages, Akbar et Cycliste. Ça ressemble un peu, parce qu'il y a beaucoup d'intertextualité, ça ressemble plus à En attendant Godot. Et ils cherchent une source. Et la source pour les musulmans, c'est quelque chose de sacré. Parce que la source dans le désert, c'est celle qui a sauvé Hajar et son fils Ismaël. Donc, il y a des repères comme ça, qui sont des repères sacrés. Et nous sommes dans le désert. Le désert, c'est le lieu de toutes les religions révélées. Alors voilà, moi j'encourage cette étudiante à chercher. Vous avez donc Mohammed Dib, Le désert sans détour. Vous avez aussi un très beau livre de Rachid Boujdra qui s'appelle Timimoun. Voilà, C'est magnifique. Ce livre est magnifique, vraiment magnifique, et je vous encourage à le lire, puisque nous sommes dans un lieu qui se déplace, et puis il y a des choses qui se lient entre tous les voyageurs. Il y a la radio à chaque fois qui annonce des Voilà, exactement. Et il y a les nouvelles qui arrivent du Nord, et dans le Nord, il y a des massacres, il y a des tas de choses. Et puis, il y a également, il y a, on dirait, le Sud de Djamel Mati. Il y a beaucoup, beaucoup de livres qui sont consacrés au désert, parce que Mohammed Dib a tout à fait raison. Nous vivons avec le désert dans la sombre crypte de notre psyché. Oui. Il est là. Il y a des livres de Habib Ayoub aussi, que nous avons traités. Oui, exactement. Habib Ayoub, qui est un écrivain qui n'a pas trop produit ces derniers temps, mais au début, il a beaucoup écrit sur le désert. Oui. En 2010, beaucoup de choses intéressantes, et je pense que quelqu'un qui pourrait lire ce dictionnaire, soit par auteur, soit de bout en bout, il apprendrait beaucoup de choses. Exactement. Oui. D'ailleurs, en 2019, à l'Université d'Adrar, il y a eu un colloque consacré à cela, l'identité algérienne de par le désert. Oui, exactement. Exactement. Très important. Il doit y avoir des livres en langue arabe aussi, certainement. Les livres en langue arabe, il doit y en avoir beaucoup aussi qui parlent du désert. Oui. Exactement. Oui. Alors là, on a d'autres questions. On continue, madame. Oui. Là, c'est Hakim qui nous dit pourquoi les littéraires considèrent que le célèbre écrivain Yasmina Khadra a plagié. Bon, c'est une question très, très vague comme ça. Mais bon, c'est une... Oui. C'est vrai que quelquefois, il faut dire que Yasmina Khadra produit énormément. Il produit énormément. Et quelquefois, lorsqu'on lit ses œuvres, on a l'impression de déjà vu. Quelque chose de déjà vu. Je vais vous livrer une expérience personnelle. Lorsqu'il a écrit le livre qui s'appelle L'Olympe des infortunes, moi, lorsque je l'ai lu, j'ai été frappée par la ressemblance avec un écrivain égyptien francophone qui s'appelle Albert Kosri. On retrouve des personnages qui ressemblent beaucoup. Donc, vous savez que ce qu'on appelle dans notre jargon l'intertextualité, c'est-à-dire le fait de citer d'autres textes dans un texte, c'est quelque chose qui dépend du lecteur et de ce qu'il a lu. Si vous avez beaucoup lu, vous allez trouver des clins d'œil un peu partout, des signes de connivence. Si vous n'avez pas beaucoup lu, peut-être que ça vous échappera. Et c'est pour ça que l'on dit que Yasmina Khadra a plagié, parce que de temps en temps, on retrouve des choses. Mais il n'est pas le seul. Hein. Il y a beaucoup d'écrivains très célèbres qui ont plagié. Voilà. D'ailleurs, Kristeva dit que le texte littéraire est un collage de citations, de toute façon. Voilà. Et comme nous sommes, comme disait Roland Barthes, nous sommes dans le bruissement du monde. Donc, effectivement, nous avons des bouts de texte qui nous arrivent de là, et nous les introduisons dans notre texte. C'est plus fort que nous.
C'est pour ça que certains écrivains, comme des écrivains africains, puisque c'est ma spécialité, refusent de lire avant de commencer à écrire, de peur d'être influencés. Ça, c'est le cas de Kourouma, parce qu'on est influencé. Exactement, d'accord. Oui, il y a une autre question. Bonjour madame, je suis votre étudiant de l'année passée en M2 littérature. Ma question est la suivante. Peut-on considérer les écrivains maghrébins bilingues, comme exemple Wessini Larraj, Amin Zawi, Rachid Boudiara, écrivains en double identité fictionnelle, vu qu'ils écrivent en deux langues? Merci. Mais la question, c'est quoi? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut les définir comme étant, comme ayant une double identité fictionnelle, étant donné qu'ils écrivent dans les deux langues? Et ça, c'est un problème qui est très intéressant et on en parle beaucoup actuellement. Rachid Boudiara lui-même, qui est parfaitement bilingue, il disait que quand il écrivait, il ne voulait pas traduire lui-même ses textes, parce que quand il les traduisait, il les réécrivait. Ah. Donc, il préférait que ce soit quelqu'un d'autre qui se charge de la traduction, parce que la traduction le faisait reprendre le texte. Donc, on peut se demander, c'est une question qui se pose depuis très longtemps. Est-ce que le langage précède la pensée ou est-ce que c'est la pensée qui précède le langage? Donc, on peut se demander si, effectivement, quand on écrit dans une langue, on n'adopte pas la façon d'être de cette langue. Et je vous cite encore Mohamed Dib, puisque c'est l'exemple qui me vient à l'esprit. Quand il a commencé à écrire en français, qu'il maîtrisait parfaitement, évidemment, Louis Aragon, qui a échangé avec lui plusieurs lettres et tout, disait qu'il percevait dans son français parfait une source différente. Il y avait autre chose qui structurait le texte qui ne venait pas de la langue française. C'est ce que dit aussi Assia Djeba lorsqu'elle parle de son œuvre. Elle dit, bon, j'écris en français, oui, mais il y a une source souterraine qui nourrit mon texte, et c'est l'arabe. Vous voyez, donc, c'est complexe. On peut dire, c'est une question qui reste à définir et qui serait intéressante d'étudier dans un doctorat. Oui, d'ailleurs, très intéressant. Oui, d'ailleurs, en parlant de cette idée de langue et expression et tout ça, d'ailleurs, même l'appellation écrivain algérien d'expression française, elle a été critiquée à maintes reprises parce qu'on dit que finalement, on pense d'abord avec notre langue maternelle, puis on essaye de Voilà. Oui, vous avez raison. Finalement, c'est pas en français. Vous avez raison. C'est-à-dire que, bon, on parle maintenant d'écrivains francophones. Oui. Donc, dans l'écrivain francophone, c'est où on va mettre tous les écrivains qui s'expriment en français, mais qui ne sont pas d'origine française. Mais bon, la question que l'on pose, est-ce que les écrivains français sont francophones? Et ils parlent français pourtant. Donc, vous voyez, c'est une question qui est constamment mise en débat. Oui. C'est pas facile de s'y retrouver. Oui. Il y a une autre question de Faisal Benhamed. Il vous dit Martine Pertiel considère que la littérature est un lieu emblématique de la culture. Quel type de littérature peut-on enseigner en classe pour sensibiliser à la culture de l'altérité? À la culture de l'altérité. De l'altérité. Oui. Mais c'est à quel niveau on enseignerait ça? Ah, ça, c'est pas... parce que c'est très important. Voilà, ça n'a pas été bien cadré. Il faut définir, parce qu'à quel niveau? Si c'est aux petits-enfants. Bon, hier, j'ai feuilleté des livres de 4e année primaire. J'ai trouvé des livres qui étaient très bien faits d'ailleurs. Il y avait des extraits de Azouz Begag. Azouz Begag, qui est ce qu'on appelle un beurre, la littérature beurre, qu'on a différencié de la littérature algérienne. Bon, ça, c'est autre chose. Encore une fois, une classification. Mais Azouz Begag, donc, c'est celui qui est l'émigré, celui qui va en France et qui, à ce moment-là, réussit en France. On peut enseigner ça, ou bien on peut tout simplement enseigner la littérature française, pourquoi pas. Très bien. D'accord, oui. On va essayer de revenir un petit peu au dictionnaire, parce que là, bien sûr. On est en train de dévier un petit peu. Bien sûr. Oui, d'accord. En attendant d'autres questions,
Oui, faut pas un petit peu qu'on s'éloigne voilà, du champ Du sujet, d'accord. voilà, du sujet, parce que là, on part dans tous les sens. En attendant d'autres questions, voilà, en principe, nous avons eu notre question. C'est Sally Had, je ne sais pas si c'est une femme ou un homme, mais on vous dit bonjour et merci beaucoup. Ma question est, est-ce que les nouveaux auteurs ont rompu avec les thèmes avec des auteurs du passé? Et où se situe la littérature francophone par rapport à la littérature africaine? Ah, voilà, bonne question, puisque c'est mon domaine de recherche, la littérature africaine, la littérature francophone algérienne, je pense, qui veut dire algérienne. Oui, Il ou tout elle veut ça dire va bien, algérienne. l'Afrique. Ben, on peut dire que la littérature africaine a suivi à peu près le même chemin que la littérature algérienne. Vous savez, les hommes sont tous les mêmes partout, hein, sous tous les cieux. C'est-à-dire qu'au début, ils étaient tourmentés par des problèmes d'identité, par des problèmes de revendication, par des problèmes de nationalisme, mais que maintenant, le temps ayant passé, les sujets se diversifient. Les sujets se diversifient, comme dans la littérature algérienne, et vous allez trouver des écrivains qui écrivent sur tous les sujets. Voilà. Et beaucoup de femmes aussi, comme Léonora Miano, qui est une écrivaine remarquable. Vous avez beaucoup, beaucoup de femmes qui écrivent sur ce sujet. On avait produit aussi, avec mon groupe à l'université de Blida, une encyclopédie qui s'appelait Lire l'Afrique. C'est une anthologie, c'est-à-dire ce sont des extraits de textes qu'on a payé très cher, hein, parce qu'il faut payer les droits d'auteur. Et donc, je l'avais fait pour mes étudiants, pour qu'ils aient un ouvrage sur lequel travailler. Voilà. Oui, très bien. Nous recevons d'autres questions aussi. On vous dit, c'est toujours Hassiba Boumnir, elle vous dit, est-ce que vous avez abordé le roman Beurre dans votre dictionnaire et peut-on toujours parler du roman dit Beurre? Toujours dans la classification finalement. Non, on ne l'a pas abordé. Non, non, on ne l'a pas abordé. D'abord parce qu'on avait suffisamment de matière comme ça. On a abordé des gens, enfin des auteurs qui vivent en France, qui écrivent en France comme Leila Sebab, je vous l'ai dit. Mais le roman Beurre, proprement parlé, non, on ne l'a pas abordé. On ne pouvait pas tout faire aussi. Oui, sinon, oui, Oui, mais ça, oui, tout compte fait, l'appellation beurre actuellement, est-ce qu'elle existe encore finalement avec je les pense qu'on l'abandonne de plus en plus parce qu'elle était un petit peu trop, elle stigmatise un peu trop ces écrivains. Je la vois de moins en moins. Je la vois de moins en moins. Ça reste dans la classification. Vouloir absolument classer les gens, les mettre dans des boîtes. Voilà, vous êtes comme ça, vous êtes comme ça. Non, maintenant, ce sont des écrivains qui s'expriment en français. J'ai suivi un petit peu Faiza Again, qui évolue très, très, très vite, qui écrivait dans une langue un petit peu particulière avant, qui était la langue des cités. Et maintenant, elle écrit dans un français un peu plus, disons, un peu plus pas correct, parce que le terme ne convient pas, mais un peu plus traditionnel. Voilà. Oui, donc oui, voilà. On attend d'autres questions. Je sais pas. Alors, si vous voulez, vous avez raison de dire qu'il y a beaucoup de textes d'écriture de femmes qui sont mentionnés ici. Et pour me faire plaisir et pour vous faire plaisir à vous aussi, puisque nous sommes au lendemain de la journée, comment ils ont tourné ça? C'est pas la journée de la violence faite aux femmes, la journée de la... oui. Oui, 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 pour tout ce qui est droit de la femme et femme battue, oui. Oui, voilà, c'était hier. C'était hier ou avant-hier, hier et avant-hier. Dans l'œuvre de Hawa Jabali que je vous ai citée, qui est, je vous l'ai dit, c'est une œuvre remarquable. L'héroïne va dans la montagne pour retrouver sa grand-mère. Ce sont des femmes qui vivent entre elles parce que les aléas de la vie ont fait qu'elles se sont retrouvées seules, sans mari, sans... Donc, elles vivent entre elles et malheureusement, les unes après les autres, elles vont être agressées et certaines vont être tuées aussi parce qu'elles ont choisi d'être seules. Alors, mon ami Bouba Tapti a écrit cette notice
Et voilà ce qu'elle dit. Alors, je vous le dis pour vous, pour moi, pour toutes les femmes qui écoutent, parce que ça nous fait plaisir. Alors, elle dit que le roman dont elle parle, c'est-à-dire le roman de Agade, Les matins de Jasmin, c'est un chant à la gloire des femmes, lieu de la plus grande des tendresses vis-à-vis des femmes de son pays. Alors, elle écrit, c'est Hawa Jabali qui écrit ça. Ce ne sont pas des personnes normales, ce sont des Algériennes, avec un grand A. Elles savent le prix d'une vie, elles savent qu'on peut grandir, changer, elles sont solidaires, elles sont courageuses et généreuses au-delà de tout ce que vous pouvez concevoir. Et voilà donc qui correspond tout à fait à ce que nous avons célébré, commémoré il y a quelques jours, c'est-à-dire la journée pour les violences faites aux femmes. Oui, c'est un hommage à toutes les femmes algériennes. Un hommage à toutes les femmes. Il y a également des auteurs qui n'ont pas publié chez des éditeurs conventionnels, mais qui ont publié chez des éditeurs électroniques. Alors, Mariam Zerhaoui a fait un article sur Hemskif, qui a publié toute son œuvre chez des auteurs électroniques, c'est-à-dire chez des éditeurs électroniques. C'est-à-dire que vous pouvez le trouver qu'en ligne, vous l'achetez en ligne et vous le lisez en ligne. Voilà. Oui. Actuellement, tout est numérisé de toute façon. Voilà, c'est ça, c'est intéressant, oui. Il y a une autre question ici qui m'est parvenue par le direct de Facebook, c'est Amel Maafa. Elle vous dit « Bonjour mesdames, mes félicitations pour l'ouvrage, hâte de le lire. J'aimerais savoir si vous avez abordé aussi la poésie et le théâtre dans votre dictionnaire. » Pas directement. C'est-à-dire que lorsque nous faisions la notice bibliographique, on disait par exemple que tel auteur, comme Qassimi, qui est traité par Madame Christiane Achour, Qassimi, c'est un auteur qui a fait beaucoup de pièces de théâtre. Habib Tengour a fait aussi beaucoup de pièces de théâtre, ou bien beaucoup de recueils de poésie. Mais on n'a pas traité directement de la poésie, on la cite, on l'explique rapidement, mais ce n'était pas possible. Oui. Ça aurait fait beaucoup trop. C'est quand même une production qui est importante. Hein. Oui. Nous avons traité 60 auteurs et encore, ce n'est pas du tout exhaustif. C'est pas du tout exhaustif. On aurait eu beaucoup de faire dans un dictionnaire quand même. Bien sûr, bien sûr. Sauf si on fait un petit dictionnaire avec uniquement biobibliographique, quelques lignes sur la vie de l'auteur, puis quelques lignes sur l'œuvre elle-même. Voilà. Oui, très bien. On a une autre question aussi via Facebook. C'est Amel Turkmen. Elle vous dit « Bonjour, comment voyez-vous l'image de la femme dans les écrits de Bey? Est-ce qu'elle a pu représenter la voix de la femme algérienne dans ses écrits? Merci beaucoup, mesdames. » Oui, c'est vrai qu'elle a représenté la voix de la femme algérienne et les lectrices ne s'y sont pas trompées. Je me rappelle qu'elle était venue nous faire une conférence à l'université La Faune et qu'elle avait eu énormément de succès. Il y avait beaucoup d'étudiantes qui travaillaient sur son œuvre, je vous l'ai déjà dit, d'abord parce que l'œuvre est accessible et ensuite parce qu'elle traite de sujets qui concernent les femmes. Et dans ce dernier roman paru, il s'agit d'une femme qui met fin à une vie de souffrance en tuant son mari. Donc, voilà. C'est peut-être pas la solution, mais enfin, elle explore tous les aspects de la société, y compris celle des femmes qui vivent un enfer tous les jours au quotidien. Exactement. Oui. Alors, on a deux questions qui se ressemblent, l'une au direct et l'autre sur la boîte à questions ici sur Zoom. On vous pose la question de par Isma et Nour El-Houda, elle vous demande est-ce que le livre est disponible, il est mis en vente ou bien où est-ce qu'on pourrait le trouver? Ah oui, voilà, très bonne question. Alors, j'ai appelé les éditeurs. J'ai appelé les éditeurs en leur disant qu'on ne le trouvait pas facilement parce que ça, c'est le problème des éditeurs algériens. La distribution fait défaut et l'éditeur de Chihab Édition m'a dit qu'on pouvait l'acheter en ligne. Ah. Alors, je vous donne les sites. Il y a jumia.dz, il y a batolis.com, je crois qu'on peut le télécharger, batolis.com. Il y a algeriamarket.com et read en anglais, reads.com. Donc, il y a 4 sites où vous pouvez trouver le livre, soit le télécharger ou l'acheter. C'est ce qu'on m'a dit, hein, mais je n'ai pas vérifié.
Sinon, il n'est pas disponible pour c'est-à-dire au niveau des librairies. Non. On le trouve très difficilement. Sinon, il faut aller le chercher à la librairie Chihab qui se trouve à Bab el-Oued. Oui, voilà. Bab el-Oued. Mais s'il y a suffisamment de personnes qui le demandent, on peut faire une commande groupée. C'est-à-dire, vous voyez ça, Marwa, au niveau de l'université, vous faites une commande groupée. Oui, on demandera et on fera peut-être voilà. une diffusion de la chose. Oui. Bon, et il y a une autre question, mais je pense que là, vous allez redire parce que, bonjour, merci. Comment avez-vous élaboré le dictionnaire, c'est-à-dire selon quelle méthode, le parcours, la réalisation? Oui. On a déjà évoqué ce problème. C'était lire tous les livres qu'on trouvait et puis les parcourir et les analyser. Voilà. Je pense que c'est une personne qui vient de rejoindre le live. Une autre question par Houda Hamadi. Bonjour et merci pour ce beau travail. S'il vous plaît, lors de la sélection, est-ce que vous avez pris en considération une certaine représentativité entre genres, c'est-à-dire hommes et femmes, entre générations? Merci. On a essayé d'être aussi exhaustif que possible. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui nous a beaucoup limité, c'est la disponibilité des livres sur le marché. Nous avons quelquefois essayé de trouver des livres qu'on a beaucoup cherchés, qu'on n'a pas trouvés, et qui auraient été importants, qu'il aurait fallu décrire, mais on ne les a pas trouvés. On ne pouvait pas le faire. Donc, on n'est pas parti avec cette idée, cet a priori, autant de femmes que d'hommes, autant de jeunes que de gens qui ont déjà fait leur carrière, mais on l'a fait au chemin faisant, comme ça, en fonction des découvertes. Oui. Tout compte fait, c'est tout le monde qui aime les catégories, apparemment, selon les questions. On aime catégoriser les choses. Oui. C'est vrai parce que c'est facile. Une fois qu'on a une catégorie, on peut classer chaque chose et c'est plus facile. Oui, c'est vrai. Oui, voilà. En attendant d'autres questions, je pense qu'on n'a pas encore d'autres questions. Je tiens seulement à préciser concernant l'ANECLEA, l'association a plusieurs objectifs. Bien sûr, elle cherche à éclairer les débats sur les langues étrangères en Algérie, et cela par un regard scientifique. Elle œuvre pour la promotion et la diversification des langues étrangères. Elle aussi, elle diffuse une revue annuelle et elle accompagne les diplômés en langue étrangère dans l'insertion professionnelle. Attendez, là, on a un bombardement de questions. Ah bon. Oui. Voilà. Alors, je reçus tout d'un coup, je pense que c'est une question. Enfin, alors, pour revenir à la littérature beurre, j'ai lu quelque part que cette littérature renvoie à une production d'une nouvelle génération d'hommes et de femmes, c'est-à-dire de fils d'émigrés, qui sont jeunes et qui n'ont jamais mis les pieds en Afrique ou au Maghreb. Autrement dit, ils sont français. Alors, pourquoi alors ne les classe-t-on pas tout simplement dans la littérature française? Vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, je peux répondre ou bien c'est pas fini? Il y a d'autres questions. Si vous voulez, on répond au fur et à mesure. Oui, on répond à celle-là. Alors, c'est très important parce qu'au début, lorsque la production algérienne et maghrébine n'était pas nombreuse, on trouvait dans les rayonnages des libraires, on trouvait la production algérienne, maghrébine à part. De plus en plus maintenant, Mohamed Dib est à la lettre D avec tous les écrivains dont le nom commence par la lettre D. Ce qui veut dire qu'on l'intègre à la littérature française. Tout à fait. Oui. Donc, et ceux qui sont en France, qui sont nés en France, qui n'ont jamais connu l'Algérie, ben, sauf s'ils manifestent le désir, ils sont considérés comme des écrivains français, tout simplement. Voilà. Nina Bouraoui, elle est considérée comme une écrivaine française. Exactement. Nina Bouraoui. Oui. Donc, oui, vous avez raison, il a raison. C'est Saïd qui nous envoie ça. Saïd Moussi, il dit aussi, la deuxième question, est-ce que finalement la classification des littératures n'est pas une question d'ethnie? D'ethnie? Oui, c'est lui qui le dit. C'était Kateb Yassine qui disait que c'était une drôle de manie de race. Drôle de manie de race.
Vous savez, actuellement, ce sont des termes qu'on n'aime pas trop utiliser, surtout avec ce qui se passe, hein. Il faut pas stigmatiser les gens en fonction de leur ethnie, en fonction de leur couleur, hein. Ça peut exister pour certains, mais généralement, les gens sont au-dessus de cela. Euh, Toujours une troisième question. Est-ce qu'il n'y a pas là une sorte de discrimination qui s'inscrit encore dans ce débat sur les Français de souche et les Français d'ailleurs, etc. Mais non, j'ai répondu. C'est-à-dire que ce sont des écrivains, point, un point, c'est tout. Pas plus. C'est pas la peine de chercher. Bon, mais évidemment, quand on analyse le texte, on va peut-être retrouver des chansons qui appartiennent à un terroir différent, comme encore une fois Mohamed Zib ou Kateb Yassine. Mais c'est tout. Sinon, ce sont des écrivains francophones qui parlent en français. Oui, et la dernière question, là, je pense que c'est plus intéressant qu'on n'a pas, on n'a pas y pensé. Est-ce que le fait d'intégrer ces écrivains à la littérature française imposerait de redéfinir ce que c'est la littérature française? Ce qu'est la littérature française, attendez, ma batterie est faible. Ah oui, allez-y. Non, pas du tout, non. Et comment vous allez définir la littérature française? Ce sont des questions qui sont tellement vagues. On ne peut pas les définir comme ça, c'est très difficile. Vraiment, c'est très difficile. Non, il ne faut pas absolument chercher, excusez-moi, je vérifie. Il ne faut pas absolument chercher à classer les choses parce que quelquefois, elles sont inclassables. Vous savez, quand vous avez un livre entre les mains, ouvrez-le, lisez-le, essayez de jouir de cette lecture, sans essayer de mettre des appartenances, des races, des ethnies, ou bien c'est le livre qui compte, c'est l'écriture du livre, c'est le texte qui compte. Samuel Beckett n'était pas français et pourtant il écrivait en français et il y en a d'autres comme ça. Donc, jouissons du texte sans nous poser ces questions-là. Très bien, d'accord. Alors, on continue avec une dernière question parce que là, on y est pris par le temps. Alors, c'est Belkis Resmi, elle vous dit bonjour mesdames et merci pour l'initiative. Frantz Fanon est-il pris en considération dans votre dictionnaire puisque certains le considèrent comme un penseur algérien méconnu? Merci. Frantz Fanon n'est pas un romancier, même si une édition récente a montré qu'il avait écrit des pièces de théâtre. Une édition récente qui a été faite par un chercheur qui se trouve aux États-Unis, il a publié des extraits d'œuvres écrites par Frantz Fanon. Mais on ne peut pas le considérer comme un romancier. C'est un penseur, c'est un essayiste. Voilà. Et dans mon encyclopédie, c'est pas une encyclopédie, dans mon anthologie Vers l'Afrique, j'ai mis des extraits de Frantz Fanon. C'est un penseur du tiers-monde qui s'est interrogé sur les révolutions du tiers-monde. Voilà. Voilà, oui. Mais c'est pas romancier. Nous, on a dit écrivain algérien de langue française en précisant qu'il s'agissait surtout des romanciers. Oui, très bien, très bien. Donc là, on n'a plus le temps. Je pense qu'il faut, voilà, il faut clôturer la rencontre. Dommage parce qu'il y a, il y a eu d'autres questions, mais bon. Maintenant, vous pouvez les poser, je crois, demander à Aouda, peut-être que... Une dernière, on peut poser une dernière question, une toute petite question. Oui, très bien. Allez, on pose une dernière question, toujours de Hassiba Boumir. Elle vous dit, à l'ère de la mondialisation, comment voyez-vous l'avenir de la littérature algérienne francophone? Elle est une littérature qui va se répandre dans le monde et qui sera distinguée en fonction de sa valeur. Alors, je voudrais vous raconter un petit peu l'origine des choses. Au début, lorsque les écrivains africains, je prends le continent dans son ensemble, les Africains ont commencé à produire. Il y a eu une expression qui a été faite par un critique anglophone, qui disait que tous les critiques se penchaient comme des vautours sur cette littérature africaine parce qu'elle était quelque chose de nouveau et qu'il fallait la traiter, et même des œuvres qui étaient considérées comme mineures ont été retenues. Maintenant, ce qui compte, ce qui fait la valeur des textes, c'est leur qualité littéraire. Voilà, c'est leur qualité littéraire. La littérature algérienne va s'intégrer au monde en fonction de sa valeur littéraire, en fonction mais pourvu qu'elle soit distribuée, pourvu que les œuvres soient distribuées, pourvu qu'elles soient connues de tous. C'est ça la différence. Pas autre chose. Pas parce qu'elle est algérienne, pas parce qu'elle vient d'un pays encore en développement.
mais Oui, parce que c'est une œuvre réelle, une œuvre qui a une grande valeur, comme l'œuvre de Kamel Daoud, qui est maintenant reconnue par tous. Voilà. exactement. Oui, oui, voilà. D'accord. Alors là, c'est une information qui est de la part de Soumia Bouranen. Elle vous dit, le dictionnaire est disponible, je crois, à la nouvelle librairie de Lucendé, Nedjin Mega Bookstore, la nouvelle librairie qui a ouvert Ah oui, 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 récemment. oui, la Là, fameuse on pourrait librairie. peut-être se procurer de l'ouvrage. Il faut aller voir. Voilà. Ah, très bien, très bien, C'est très bien. voilà, donc très chers internautes, je tiens seulement à préciser pardon, que notre webinaire sera mis en ligne, en streaming sur YouTube. Vous allez seulement sur la chaîne de l'Anécléa et vous trouverez l'enregistrement. Sur ce, je vous dis, professeur, merci beaucoup pour cette Je vous en prie, c'était un plaisir de dialoguer avec vous, Merwa, et avec tout le monde. Merci bien. En mon nom et en nom de l'année Cléa, on vous remercie. On vous remercie aussi, vous tous, très chers internautes, de nous avoir suivis, de nous avoir posé vos questions, chose qui a animé notre débat. Et j'espère qu'on a pu répondre à toutes les questions posées. Voilà. Je vous remercie, madame. Au revoir, au revoir, Oui, au au revoir, revoir, au merci revoir. bien. Ah oui, autre chose, prochainement, tout à l'heure, à 14 heures, vous allez retrouver un autre webinaire organisé par l'année Cléa. Ce sera Chachou,